morning, Monsieur le Président, cher Jean-Marc, Christine Cambin. Merci beaucoup d'avoir accepté d'animer cette conférence. Vous représentez un partenaire média important pour les hubs conférences radio classiques. On va reparler dans quelques instants, et avant de vous donner la parole, ainsi qu'aux deux jeunes porteurs de projets soutenus par l'association Unicité, on va en reparler aussi dans quelques instants, quelques mots de présentation des hubs conférences. Il y a 4 ans, le groupe SOS lançait les Altermardis Parlons Solutions, un cycle d'événements, plus d'une centaine d'événements qui ont réuni plus de 25 000 personnes, avec pour objectif de mettre en avant l'entrepreneuriat social. Ces événements sont transformés. Ils sont devenus, le 4 avril dernier, les hubs conférences, avec notamment, pour le lancement, monsieur Michel Rocard. On parlait pendant cet événement de la prise en compte du long terme en politique et dans l'économie. La semaine dernière, nos partenaires d'Accenture nous accueillaient pour parler de l'image de l'entrepreneur en France et de la façon dont les entrepreneurs sociaux peuvent inspirer les entreprises classiques. Et aujourd'hui, nous bouclons en beauté ce mois de lancement des hubs conférences avec le professeur Younous. Donc. Le groupe SOS, depuis 29 ans, concilie efficacité économique et innovation sociale. Nous inventons des dispositifs qui répondent à des besoins sociaux non satisfaits dans les domaines de l'emploi, des solidarités, de la santé, des personnes âgées notamment. Et il est logique pour notre organisation de participer au débat public et de contribuer à ce que l'innovation sociale soit connue du plus grand nombre. C'est l'objectif des hubs conférences. Et mieux qu'un long discours, un petit film illustre ce que sont les hubs conférences désormais. Il va arriver le petit film. Hein. C'est toujours comme ça de toute façon. Inspirer l'innovation sociale, donc on est là aussi pour écouter des intervenants inspirants et puis déclencher aussi des envies, de besoins de créer des dispositifs qui répondent à des besoins sociaux non satisfaits. C'est l'objectif de ces conférences. Ces conférences qui n'existeraient pas sans le soutien de nos partenaires, Accenture, Danone Communities, la ville de Paris, qui devait être présenté par Amou Bouakaz, je ne sais pas s'il est là. J'ai vu aussi le directeur de cabinet de Pauline Véron et le Crédit Coopératif, et puis des partenaires médias aussi. On va en reparler aussi dans quelques instants. La Croix, l'Expansion, Radio Classique, Rage, le réseau de radio associatif du groupe SOS, qui notamment réalise des reportages dans le cadre des hubs conférences. On pourrait en retrouver avec Younous bientôt sur le site internet des hubs conférences. Il y avait également un débrief qui avait été filmé après la première hub conférence avec Michel Rocard et les autres intervenants. Vous retrouverez ça très prochainement sur le site des hubs conférences. Le groupe SOS, vous pouvez le retrouver sur le site internet www.groupe-sos.org. Si l'association que vous représentez veut nous rejoindre, si vous voulez travailler pour le groupe SOS, si la collectivité ou l'entreprise veut nouer des partenariats avec notre organisation, vous pouvez nous retrouver notamment sur notre site où il y a l'ensemble des coordonnées de l'ensemble de nos cadres. Et c'est là où... Ah oui.
Quelques mots-clés qui effectivement représentent l'objectif des Hub Conférences. J'en profite pour accueillir notre partenaire média qui va animer cette conférence, Christine Quentin, qui va nous rejoindre. Christine, vous animez... C'est parce qu'il faut l'allumer. Ça marche. Merci. Ça marche. Christine, vous animez tous les matins une émission à 7h10, je crois, 7h10. Sur Radio Classique, oui. En partenariat avec La Croix, d'ailleurs, qui est aussi un des partenaires des Hub Conférences. Et donc, ce soir, réenchanter l'économie du haut de ses 20 ans. On vous laisse animer cette conférence. Merci beaucoup. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir, du coup, d'animer cette conférence ce soir. Peut-on avoir 20 ans et changer le monde? Voilà, c'est un peu la question avec laquelle nous allons cheminer durant 2 heures maintenant. Tous les grands innovateurs ont un jour eu cette impulsion d'avoir envie de faire autrement, de changer le monde. Et souvent, cette impulsion, elle est née dans leur jeunesse et elle les a accompagnés durant leur parcours. Et donc, eh bien nous allons cheminer ensemble ce soir avec des invités exceptionnels, chacun à leur manière. Nous aurons donc 2 jeunes porteurs de projets qui ont mis l'engagement au cœur de leur action et qui, en ce moment, défendent et vont nous présenter le projet qu'ils mènent au sein du programme Rêve et Réalise d'Unicité. Alors, ce programme vous sera présenté par Jean-Marc Borello, qui est le président du groupe SES, mais aussi le parrain de cette promotion Rêve et Réalise cette année. Ça, c'est dans 1 minute. Et puis, bien sûr, le professeur Younous nous fera l'honneur de venir réagir aux espoirs et aux rêves de ces jeunes et puis partager avec nous à la fois sa vision et ses enseignements par un jeu de questions-réponses que nous aurons ensemble, un peu moi, un peu vous, si on arrive à rester dans les délais. Alors, quelques mots forcément sur le professeur Younous. Il est souvent présenté comme étant l'inventeur du microcrédit. Il est prix Nobel de la paix en 2006 avec la Grameen Bank. Et ses travaux pour la lutte contre la pauvreté, pour une façon nouvelle d'entreprendre, continuent de traverser les idéaux de générations entières. Son impulsion à lui, ça a été de vouloir mettre la pauvreté dans les musées, que les générations à venir découvrent qu'un jour la pauvreté a existé. Cette impulsion lui a permis d'inventer des règles nouvelles, des règles d'économie, pour un monde dans lequel chacun a la possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice. Voilà, et c'est porté par cette vision et par nos 2 jeunes porteurs de projets que nous allons donc passer notre heure et demie restante. Alors lorsque je dis nous, je dis nous dans la salle, et puis tous ceux qui derrière cet écran là, devant moi, sont derrière leurs écrans en train de suivre cette conférence, puisqu'il aurait fallu pousser les murs. Si on avait réussi à le faire, nous serions 5 fois plus si on avait pu accueillir toutes les personnes qui voulaient s'inscrire ce soir. Donc merci à chacun, et puis voilà, je me penche un peu pour vous souhaiter une bonne soirée. Une fois qu'on sera assis, ce sera mieux, voilà. Et maintenant, je vais passer la parole à Jean-Marc Borello, si vous voulez bien. Vous allez nous dire en quelques mots ce qui vous a séduit dans le projet de Rêve et Réalise et pourquoi vous avez décidé d'en être le parrain cette année. Voilà. Quelques mots d'Unicité. Unicité a inventé le service civique. Ils ont inventé l'idée qu'à un moment de sa vie, on pouvait consacrer du temps à être utile aux autres. Et en étant utile aux autres, bien souvent, on est très utile à soi-même. Donc, c'est l'histoire d'Unicité et l'invention du service civique. À l'origine, c'était passer 9 mois dans une association ou dans une collectivité et puis apporter son savoir-faire, son énergie, son enthousiasme au service des autres. Et puis, un jour, on s'est dit que le meilleur moyen de changer la vie, c'était d'entreprendre. Et donc, le programme Rêve et Réalise, c'est simplement utiliser son service civique pour réaliser son rêve d'entrepreneur et d'entrepreneur social, c'est-à-dire un entrepreneur qui ne se contente pas de changer sa vie, mais qui essaie de changer la vie des autres. Donc j'ai le plaisir de parrainer cette promotion
Je les ai rencontrés, on a déjà échangé, on les accompagne pour les aider à réaliser leurs rêves. Ce sont eux qui vont changer le monde, ce sont eux qui ont 20 ans et qui demain vont créer des entreprises et ils ont intérêt de changer le monde parce que s'ils le prennent dans l'état dans lequel on leur laisse, ça va être compliqué. Donc pour ne pas avoir peur de l'avenir, le plus simple c'est de l'organiser. Ils sont en train d'organiser notre avenir, ils sont en train d'imaginer comment mettre une logique économique au service de l'intérêt général. Merci beaucoup au professeur Younous qui a magnifié ce concept, qui inspire un grand nombre d'entre vous, qui a fait plus dans la lutte contre la pauvreté qu'un certain nombre d'organisations internationales ne l'ont fait pendant les 50 dernières années. Un mécanisme économique vertueux au service du plus grand nombre, avec une volonté, c'est éradiquer la pauvreté. C'est une magnifique leçon qui nous a tous inspirés. Et encore une fois, merci à vous d'être là. Merci, cher professeur Younous, d'être là. Et bravo à ceux qui vont changer et organiser le monde de demain. C'est moi qui vous remercie, là. Et justement, on va inviter... Justement, je vais convier, alors du coup, Amar et Chloé à venir nous rejoindre. Alors, je vous demande de les applaudir. Parce que l'exercice est pas facile. Ce n'est pas un exercice évident hein, de s'exprimer devant du monde, donc on est avec vous, voilà. Et puis, évidemment, à présent, j'ai l'honneur de proposer aussi au professeur Younous de bien vouloir nous rejoindre sur scène, s'il le veut bien, avec Louise. J'en profite pour vous dire, pour vous rappeler que vous pouvez contribuer ce soir en envoyant pour les tweetos sur #UpConf, UPCONF, vos questions. Donc n'hésitez pas, que vous soyez derrière l'écran ou dans la salle, ou alors par SMS au 06 42 94 24 47. 06 42 94 24 47, c'est parti, envoyez vos questions. Voilà. Et merci à Louise aussi de bien vouloir faire un peu la traduction au professeur Younous. Nous allons commencer d'abord par la présentation de Amar et de Chloé. Je vais vous poser 3 questions. La première, ça va être déjà de vous présenter en quelques mots, si vous voulez bien, votre parcours et puis le projet que vous êtes en train de monter en ce moment. Alors, bonjour. Alors, moi, je me présente Meledjem Amar, j'ai 24 ans. Alors mon parcours, il est assez atypique, parce qu'on me dit souvent que j'ai pas la tête de l'emploi. Ah bon? Oui. Alors, je suis fromager caviste. Voilà, la preuve un peu. Donc, en étant fromager caviste, j'ai décidé de faire une année sabbatique pour me lancer dans le programme Rêve et Réaliser. Mon projet il est assez simple, c'est de sensibiliser les enfants à l'art, âgés de 8 à 12 ans, de par des visites de musées et des ateliers. Alors, visite de musée, je suis en partenariat avec Beaubourg et le musée du Louvre, ce qui me permet de faire des visites gratuites j'en perds mes mots. Des visites gratuites pour les enfants dans les musées. Avec une conférencière. Voilà. Voilà, exactement. Donc pour éveiller les enfants à l'art. Voilà, pour éveiller les enfants à l'art, pour leur apprendre un peu la culture française. La culture. Et la culture en tout. Merci, ça va bien, Emma. Tout va bien. Oui, je devais me lancer. Les prochaines questions. Ton parcours et puis ton projet. Ok, ça marche. Donc, bonsoir, je m'appelle Chloé, j'ai 24 ans et donc moi j'ai fait un cursus scolaire artistique, école de mode et école de costume après à Londres pendant 2 ans. Et donc j'avais envie d'utiliser la couture et le vêtement pour tisser du lien social.
Et donc, avec Unicité, dans le programme Rêve et Réalise, j'ai voulu monter un projet pour faire découvrir les savoir-faire des femmes immigrées, donc en utilisant la couture, la broderie, savoir-faire traditionnels, qui sont souvent porteurs de sens et qui racontent aussi une histoire. Et donc voilà, je voulais monter des ateliers où on pourrait avoir des femmes de différentes origines qui pourraient échanger et transmettre entre elles leur savoir-faire, et à travers ça aussi raconter leur histoire. Et donc voilà, l'idée c'est de les valoriser à travers tout ça. Voilà. Merci. Alors, ça c'est aussi... Les caractéristiques du programme Rêve et Réalise d'Unicité, c'est que tous les jeunes qui participent ont d'abord envie, avant d'avoir un parcours particulier. Et je pense que ça mérite d'être souligné. Alors la deuxième question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui à un moment donné vous a donné le déclic, vous a donné envie de vous engager, voilà. Et puis comment vous gardez votre rêve et votre envie éveillée à l'épreuve de la réalité, pas toujours facile quand on construit un projet. Chloé ? Oui. Alors, moi, j'ai pas vraiment de déclic. J'ai l'impression que l'engagement, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. Ça pourrait peut-être presque être une tradition familiale. Donc, j'ai pas cette notion de déclic. Pour moi, ça fait partie de la vie de tous les jours et c'est un acte au quotidien. Et pas forcément que dans nos projets, aussi dans notre vie avec notre entourage. Après, qu'est-ce qui fait qu'on tient le coup ? C'est bien d'être bien entouré de gens qui sont là pour nous supporter moralement. À travers Rêve et Réalise, on est parrainé aussi par un auto-entrepreneur qui est là aussi pour nous soutenir et nous aiguiller. Et puis c'est vrai que comme on est avec 30 jeunes qui sont aussi porteurs de projets et qui du coup peuvent aussi rencontrer les mêmes problèmes ou avec lesquels on peut échanger, qui peuvent aussi apporter des solutions et juste une énergie et un soutien au quotidien, au jour les jours, voilà, ça fait beaucoup de bien. Et toi Amar, ton déclic ou ta motivation? Alors moi, mon déclic, il est venu à l'âge de 17 ans, quand j'ai appris la gratuité des musées de par le 20 minutes. Avant, je ne connaissais rien du tout à l'art, ni à la culture en quoi que ce soit. Et voilà, donc un jour, j'ai décidé d'aller au Louvre. Je me suis arrêté 30 minutes devant la Vénus du Milo. Oui, je sais. J'ai aimé tout ce qui était dans la Vénus du Milo, son mystère, la façon dont elle est faite, son drapé. Je pense que tu n'es pas le seul. J'ai vraiment tout apprécié. Et au fur et à mesure que ma vie passait, je me suis dit qu'un jour ou l'autre, j'aurais aimé faire découvrir aux enfants ce que moi, j'ai découvert par rapport à l'art, en fait. L'art, ça m'a vraiment... En fait, l'art a vraiment permis de m'épanouir, d'apprendre beaucoup sur moi-même. Et c'est vraiment ce que je voudrais faire auprès des enfants. Voilà, en fait, voilà. Et ce qui me motive, c'est déjà les 15 autres porteurs de projets qui sont avec moi, mais qui n'ont pas le projet. Voilà, on n'a pas un projet commun, on a tous chacun notre projet. C'est vraiment eux qui me motivent jour après jour. C'est aussi les enfants qui vont assister et qui vont participer à mon projet. C'est aussi Rêve et Réalise, qui est derrière moi jour après jour. C'est aussi ma coordinatrice de Juvisy, Sonia Camus. Et voilà. Et c'est les musées. En fait, c'est le monde. C'est le monde qui me motive. Bon, c'est bon, la relève est là. Alors, avant de demander au professeur Younous d'avoir la gentillesse de donner peut-être son avis ou son opinion sur ce qu'il entend de votre parcours et peut-être des conseils, je vais vous demander, est-ce que, avant d'intervenir ce soir, vous connaissiez, vous, le professeur Younous, ou est-ce que vous aviez un héros, peut-être, que vous aviez envie de suivre les pas, et puis si vous avez un message à lui transmettre, à lui en direct ou à la salle. Voilà, en quelques mots, puisque nous sommes en retard. Amar, je pense pas. Alors, pour pas mentir, je connaissais pas le professeur Mohamed Younous, mais je connaissais le microcrédit. Voilà. Je savais que quelqu'un avait inventé le microcrédit, mais je ne savais pas son prénom. Donc je suis vraiment très content de le rencontrer aujourd'hui. C'est un honneur pour moi. Ensuite, j'ai vraiment pas de héros. En fait, pour moi, les héros, c'est les héros du quotidien. Que ce soit les boulangers, les policiers,
les mères, voilà, pour moi, les héros, c'est eux. Donc je pourrais pas vraiment donner de héros comme Martin Luther King, Malcolm X, même si ce sont des héros. Mais pour moi, les héros, c'est les héros du quotidien aussi. Très bien, c'est clair. Chloé, est-ce que tu connaissais le professeur Younous? Non, non plus, j'ai un peu honte. Mais pareil comme Amar, j'avais entendu parler du microcrédit, mais je connaissais pas bien. Donc c'est bien, ça m'a permis de me renseigner plus. Très bien. Et ravie aussi de vous rencontrer. Et alors un héros, je vais peut-être être un peu classique moi, mais j'ai été pas mal inspirée par Nelson Mandela. Pour deux choses. Bon, déjà le fait qu'il était emprisonné pendant longtemps et qu'il ait gardé son cap, qu'il n'ait pas lâché, et ça l'a même peut-être plus déterminé. Ça, je trouve que c'est une vraie force d'esprit. Et après, quand il est sorti et qu'il a été élu, il a vraiment œuvré pour la paix, alors qu'il aurait pu être dans une autre démarche de vengeance et ça c'est... Enfin voilà, il a voulu pacifier les choses et ça aussi je trouve c'est une force d'intelligence. C'est ton héros à toi. Merci à tous les deux. Voilà les jeunes qui rêvent et qui réalisent en ce moment, au quotidien. Et avant de passer la parole au professeur Younous, je vais prendre la température. Alors je vais vous demander, à vous dans la salle, à bras levés, si vous le voulez bien, on va voir un peu. Pensez-vous qu'on ait pris sérieusement à 20 ans, aussi sérieusement à 20 ans en France qu'à 40 ou à 50? Pensez-vous qu'on ait pris aussi sérieusement à 20 ans qu'à 40 ou à 50 en France? Alors là, je désespère. C'est une bonne chose que vous soyez là parce qu'on a besoin visiblement de réouvrir nos horizons, tous les deux d'ailleurs. Personne. Bon. Ah, la question c'est pensez-vous oui? Ah oui, alors si la question n'est pas claire, c'est normal que personne ne réagisse. Pardon. Pensez-vous qu'on est pris aussi sérieusement en France lorsqu'on a 20 ans que quand on en a 40 ou 50? Oui. Lève la main les oui. Bon alors vous êtes 6, 7. Ça veut dire que bon, c'est 7 bonnes expériences visiblement. Et voilà, bah justement, ce soir, l'idée c'est de savoir un peu comment on fait pour relibérer les énergies, redonner confiance un peu et refaire rêver nos jeunes de 20 ans, voilà, qui rêvent quand même, heureusement. Alors, professeur Younous, je m'attendais à plus de mains levées, je dois reconnaître. Donc, professeur Younous, comment réagissez-vous face au témoignage de ces jeunes? Et puis, est-ce qu'éventuellement, il y a un conseil que vous auriez aimé recevoir à 20 ans, que vous n'avez pas reçu, et que vous aimeriez leur donner, leur transmettre? Well, thank you. I'm very impressed by what they said already, because a few minutes back I was being interviewed in one of these rooms about what I felt about my heroes and people who inspired me when I was 20. And I was trying to answer that question. I said, I really didn't have that kind of thing. I thought everyday people are so wonderful. It always inspired me. And exactly what he said, in a few minutes difference. And I couldn't believe that I'm hearing what I said a few minutes back. So that's a wonderful way. And then both of them said something. If interviewer had pressed me more, if you have any people that you admire, I would have exactly said two names they have said. Nelson Mandela and Martin Luther King. So again, we have not planned it that way. We never met, they don't know, we don't know each other. But the commonality that exists, it's an amazing thing that I feel. And also I was impressed because both of them talking about what they do, and they're saying it with such a passion. That the things they love, the thing they admire, the thing that captivates them. That's what they're doing. In a way, they're a very lucky person because many of us don't have that opportunity. Many of us are pushed in that direction. We never thought we should be in that direction because of the system that we have in our education, in our daily life.
We are always in the classroom, people saying, study hard, get the best grade, and find the best company to work for. As if that is the life. Whether I like it or not, I like something else, but that's what I have to do, that's the life is all about. And that is what missing, and that's what I keep complaining all the time. My complaint always is that our education system, we are teaching beautiful math and chemistry, literature, history and so on. But we don't talk about what is the purpose of our life. Why are we learning all those things? How does it fit into my life? Or the life that I would like to see for myself with the purpose of it. Whatever time I spend on this planet, this is what I want to be, this is what I want to do. I think that is the fundamental of any education system. Not that I have to go and read something to figure it out. Among our peers, among our friends in the class, we can discuss. And gradually I make up my own mind. It's not somebody dictating me what I want to be. It is something what naturally I want to be. Like he figured it out what he likes. He likes music. And he wants to enjoy being there. And he gets thrilled by the presence of all the things that he sees around him. This is his life. This is how he enjoys it. So that's why I'm saying they're lucky, because most of us in the world that we live in don't get the things to do what we enjoy doing, rather do things which sometimes we don't like doing, but we have to do it. So that, I think, is a great lesson that we have learned, and we'll learn more of it as we go along. Thank you. Thank you, Professor Yunus. Marc, Chloé, merci beaucoup. On va vous retrouver dans quelques minutes, on va vous libérer de la scène pendant cette petite demi-heure d'échange. Vous revenez avec une surprise, hein, je crois. Mais exactement. Déjà, on vous applaudit et on vous remercie pour l'impulsion que vous avez donnée. Alors, Professeur Yunus, nous aurons des questions tout à l'heure avec le public. Mais pour commencer, je voudrais vous demander, voilà, vous à 20 ans, quel était votre rêve, le rêve que vous aviez, et qu'est-ce qui distingue un rêveur d'un bâtisseur, un dreamer, comme on dit en anglais, d'un doer? I was in a way a lucky kid. Coming from Bangladesh, growing up in a very low middle-class family, didn't have a world bigger than where we live. We didn't have much to think, much to worry about. That's our world. We enjoyed seeing people as they lived their life. But I'm lucky because I could break away from that small world and suddenly could be part of a bigger world when I was still 15-year-old because of Boy Scouts Jamboree. I was selected among the few young Boy Scouts in the country to join a jamboree in Canada. So imagine a kid, 15-year-old, who grew up in his own neighborhood, didn't see much, suddenly going to Canada. So I did and enjoyed it so much. And one good thing happened in that expedition that we made. We attended the jamboree and see all these countries. I flew by the airplane, all of that. On the way back, one of our leaders, the senior people, they decided that instead of using the money to buy air tickets for all these 27 kids, why don't we go by ship from New York to Southampton? So we enjoyed it very much. It's a luxury liner. At that time, we had no idea how this ship crossed Atlantic. So none of you probably ever crossed Atlantic by ship, but I did as a 15-year-old. So we crossed it. And another brighter idea, instead of wasting all this money buying air ticket, why don't we buy 3 microbuses, buy them with that money, and drive these microbuses through all over Europe and go back home.
It took us 6 months because we wanted to go to every city. We are not in a hurry to go back. So we had so much fun doing that. And I, as a person, I think I learned so much in that trip. Seeing other nations, other people, other young kids like me. We couldn't speak each other's language, but we communicated very well by sign languages and be friends. We didn't know who they are, they don't know who we are, but we became very good friends. And then it impressed me very much, seeing the world as it is and coming back, thinking about the country. I said, why can't our country like this? That always kind of inspired me, that you asked me what dream I had. This is a 15-year-old, and I wrote every day. We had very difficult journey along the way. It's not all pleasure and pleasant. We had accidents, we had problems, we had currency problems, visa problems, all kinds of problems. As you travel, this is post-war world, so you can imagine that. But every day, I would write my journal, what I did today, what I saw, and I put this in, and forget about it after that. Now suddenly I discovered this note. Now people say, hey, you wrote this. I said, yes. So they printed it up in a book. Now it's a book. 15-year-old diary. And when I read it, I'm amazed about myself. As a 15-year-old, all the political commentary of the politics of Europe, what happened with the war and the devastated country and the relationship with each other and all kinds of things, what kind of things I liked, what kind of things I didn't like about the leaders, all detailed commentary and so on. So that kind of gave me an idea, kind of formulated my own opinion. So all I'm saying that exposure to the world brings things in your mind which otherwise in your textbooks and things doesn't really give you that feel of that experience. So in that sense, I'm a very lucky person, as a 15-year-old, that I could undertake such a journey. Thank you. Et qu'est-ce qui distingue un rêveur d'un baptisteur? Parce qu'il est à un moment où on rêve et puis après on agit. Pour les jeunes qui nous écoutent. Est-ce que vous êtes passé aux gens qui ne comprennent pas l'anglais éventuellement? Parce que là, il y a... Alors, il était annoncé en fait qu'il n'y avait pas de traduction. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse un petit... Je peux faire un... Bien sûr. S'il y a très peu de gens, il y a pas de... Tout à fait. Ou alors peut-être, il y a deux options. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une... Ça risque d'être un peu compliqué en fait de traduire simultanément ou de résumer les propos du professeur, j'avoue. Est-ce qu'il y a des gens anglais qui pourraient, à un moment donné, aider les personnes qui sont en traduisant, qui en ont besoin? Non, mais tu résumes un peu? D'accord, on va donner un petit résumé et puis après, au fur et à mesure, on va résumer ponctuellement. D'accord? Je vais essayer d'aller le plus vite possible et de ne pas perdre des informations importantes en route. Là, on parlait des expériences, des rêves de Mohamed Younous dans sa jeunesse. Quand il avait 15 ans, il a été sélectionné pour faire partie d'un voyage collectif de scouts. Il est parti donc de son village au Bangladesh, où il estime avoir eu beaucoup de chance de vivre et de grandir. Et il est parti avec ce groupe de scouts du monde entier jusqu'au Canada. Et c'est devenu un périple extraordinaire. Ils ont décidé d'économiser l'argent de l'avion, de prendre un bateau pour traverser l'Atlantique jusqu'en Europe. Ensuite d'économiser encore de l'argent, et en ayant économisé de l'argent sur les billets d'avion, d'acheter des minibus et de rentrer en minibus d'un pays de Londres, je crois, jusqu'à travers l'Europe et remonter jusqu'au Bangladesh, j'imagine en prenant des avions, enfin des bateaux également. Bref, tout ça, ça a fait une rencontre interculturelle extraordinaire et voir le monde, le fait de voir le monde l'esprit était une grande inspiration. Et du coup, Yeah, what makes it so? Yes, in my case, it was desperation. If you live in a country like Bangladesh, you come up with frustrations after frustrations. Things don't work out. You hope it will change, it will not change. If it changes for the worse. It doesn't get better. So in a country like that, you get extremely frustrated. So when you are frustrated, you are desperate. You do desperate things. So whatever I did, in everything that I did,
It was a push of desperation. I had no idea whether it's going to work or not. I had no thoughts, no plan. It's like you don't know whether you're going to cross this river, but you jumped. You may just get lost, but you jumped and you're lucky you get across. Il arrive un moment où on est poussé de toute façon à faire et à sauter dans l'action, à se lancer dans l'action par la frustration tout simplement de voir les choses, notamment en l'occurrence dans son pays, eh bien, soit rester immobile, soit changer du mauvais côté à chaque fois. Voilà, donc c'est cette pulsion qui à un moment donné pousse de toute façon celui qui rêve et qui a envie de faire changer les choses à agir. Et alors, professeur Younous, vous avez cette vision selon laquelle tous les êtres humains, tout être humain est un trésor illimité, qui possède un potentiel, inexploité plutôt, qui possède un potentiel illimité. C'est cette vision qui vous a souvent poussé à agir, vous la partagez fréquemment dans vos interventions. Qu'est-ce qui, selon vous, manque éventuellement en France, en Europe, pour libérer précisément le potentiel de chacun, et notamment celui de notre jeunesse? Yes, I have been saying that because as I work with the poor women who never had a chance in her life, she's always rejected by everything in the society, by men, by neighbors, by system, everyone. But given a chance, the way they start opening the leaves of their life, that suddenly starts the seedling out of the seed, this starts sprouting. She didn't even herself believe that she had that capacity to do that, but she did that. And the more she finds it, that she can do it, the more thrill she gets, she wants to do more. And each one is a history of such unfolding, unleashing of energy. Seeing that, I almost got totally convinced on two issues, and I keep saying it's my faith. If you want to argue with me, you can go on argue with me, but you cannot shift me from my position. One is each human being is packed with unlimited creative capacity, unlimited potential. Simply, we have not built a society which gives us to explore ourselves, explore our abilities in all directions that we have. We have built a society which made us almost like robots, and then also with money-making robots, because of the way we designed our economic system. We said money is what we pursue in our lifetime, and that turns us into money-centric human beings, money-chasing human beings, as a robot kind of activities and so on. And what a shame. The human being with so much to do, so much to contribute, is kindly squeezed into a little role of making money. So that's what makes me very sad, that we have done that damage to ourselves and to our societies and so on. Second, again, part of the same thing perhaps, but I express it in a different sentence. I said all human beings are entrepreneurs, because we are taught that entrepreneurs are a very special class, and they are the one that society should be applauding and giving all the facilities for them. Others should be working for them. I said, no, all human beings are made the same way. They all have the entrepreneur power. Some lucky one found it out, and others never had an opportunity even to find a little glimpse of it. So they keep on believing that no, I cannot do anything, she does it, he does it, and I simply work for him. That's not what the human beings are. But we created a society where we accepted it. That's why I was complaining about the education system. The education system kind of enhances that belief. All I can do is to do my best so that I get the best job in the best company, or whatever I can do. Super. Alors, je me lance dans l'exercice et Louise, comme tu veux. Ensemble. Écoute, on y va, je pense qu'on va... Moi, j'ai retenu la chose suivante, si vous voulez, c'est que, évidemment, au contact de cette femme dont il parle fréquemment comme exemple, et qui est un symbole tout simplement, il a pu voir qu'à partir du moment où chacun a la capacité de s'exprimer et de révéler son potentiel créatif, eh bien,
eh bien, ce potentiel se révèle, tout simplement. Mais souvent, on n'a même pas l'idée d'avoir ce potentiel parce qu'on est dans un système qui a placé la quête de l'argent et qui a fait de nous des robots à la recherche de cet argent et qui, du coup, limite à la fois nos perceptions et nos sentiments de capacité puisqu'on est mené par cet objectif. Et quand ça, le système éducatif ne nous aide pas à la question, notamment ce qu'il faudrait pour révéler le potentiel de chacun, le système éducatif tel qu'il est construit nous amène souvent à considérer que notre objectif dans la vie c'est gagner de l'argent et c'est travailler pour les autres. Et sa vision à lui c'est que chacun d'entre nous a un potentiel d'entrepreneur et que nous avons tous cette capacité d'agir pour soi-même et pas forcément pour l'un ou pour l'autre ou pour créer de l'argent. Sauf qu'il faut encore avoir le cadre pour pouvoir le révéler. Voilà. Et c'est ce cadre-là qui est certainement encore à repenser. Est-ce que c'est à peu près complet? Ça te va? Alors, justement, professeur Younous, vous soutenez l'entrepreneuriat social partout dans le monde. Quelle est peut-être là où les initiatives, vous êtes exposé quotidiennement à des initiatives d'entrepreneuriat social? Qu'est-ce qui, en ce moment, vous semble être le plus marquant actuellement, à même de changer le monde, de révolutionner les mentalités? Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Again, I would say the most important thing today is the young people of this world. I keep saying that the young people of this world is the most powerful young generation in the entire human history. Again, this is my way of looking at them because I see, not that they are extra smart, more intelligent than previous generation. No, centuries and centuries we had the same intelligence, same capability. But this generation, this young generation, has the advantage of very powerful technology in their command, which no other generation in history ever had that. And suddenly we had this huge technology at the disposal of our young people. That makes all the difference for them. I think a 15-year-old today has more access to information, more understanding of the world, more way of handling technology than probably a 30-year-old of our generation. That's the kind of difference. Because in our generation, in order to find an information, we have to work very hard. We have to go to the library, search through books, stacks of books. We can't find it here. Can I find it there? Today, it's a fingertip. You just touch it, you get exactly the kind of information you want. Precisely, you don't have to struggle through pages and pages of things to find the kind of information you want. That gives them the speed which we never had. Accumulate things faster. Assimilate things faster. So I'm saying that power is what will change the world if we can make the young people aware that you are a different kind of young people. You're not just a job-seeking young people that we were in our lifetime. Each one of you has the power to change the whole world. You look like just like everybody else. Basically, you're a superhuman being. Okay. Je vais vous faire le résumé en français. Les jeunes personnes d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui sont peut-être la génération de vingtenaires les plus puissants qu'on ait connus pour une raison principale, c'est la technologie d'aujourd'hui. Donc quand professeur Younous avait 30 ans, il lui fallait énormément de temps pour trouver une information. Aujourd'hui, quand on veut une information, pas besoin d'aller en bibliothèque, pas besoin de fouiller dans plein de livres, on l'a au bout des doigts. Maintenant, la condition pour qu'on prenne vraiment ce pouvoir-là, pour que les plus jeunes prennent vraiment ce pouvoir-là, c'est de se rendre compte qu'ils sont autre chose que des simples petites personnes en quête d'emploi ou de rentrer dans un cadre. On a tous un potentiel infini, encore faut-il s'en servir avec les outils qui sont à disposition. Ce sont tous des ils ont un pouvoir aussi très fort. Tous des super humains. Alors, je vous avais donné le numéro de SMS auquel envoyer des questions. Alors, je le répète aussi pour celles et ceux qui sont derrière leur écran. 06 42 94 24 47. Donc j'ai la première question qui est arrivée, qu'on vient de me transmettre, qui est la suivante.
Alors ça, professeur Yunus, la France a donné au monde le mot entrepreneur. Alors c'est un message de Florine qui est dans la salle. La France a donc donné au monde le mot entrepreneur. Aujourd'hui, en France, les entrepreneurs sont montrés du doigt dès qu'ils réalisent des profits. Comment est-ce que la France, à l'origine de ce mot, comment se fait-il que la France, qui est à l'origine de ce mot, soit si mal à l'aise avec le succès et avec le profit? Ou peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de la notion de profit, parce que je ne sais pas si vous savez ce qui se passe en France, mais... Well, I don't mind talking about profit. I don't mind. I don't mind feeling uncomfortable about profit. I just said that the reason we don't like the word profit because it made us blind. That's why. Because profit as such probably would be a pleasant thing for everybody, but the way we have used it, as if profit is the king. We kind of bow to profit. We are the subject of the king, that king, emperor, profit or money. So that's where it went wrong. It became in an excessive direction. People feel uncomfortable about. I'm saying that profit is fine, but for what? How far should we go as an individual person? If we had designed our life and said, I have a purpose, this is what I define my purpose, then I would say, how much of this profit is relevant to my purpose? Today, since there is no purpose, I accumulate and accumulate and accumulate, and finally I disappear. What did I do with the money? Why did I accumulate this money? No answer. So that's why I say it's a robot-like habit. You don't know why you're doing it, but you keep on doing it. Then they explained to me, when I raise other questions, they said, look, that's the only incentive. Otherwise, the whole economy will not work if you don't give the incentive right there. So the more money you make, the more happy you get, and the more economy moves forward. I said, I agree. Money is an incentive. More money you make, more happy you get. Only thing I disagree, money is not the only incentive. You forgot that there are other incentives. I said, have you ever considered making other people happy is also an incentive? Making other people happy is a super happiness. But you don't know that because your textbook never told you that. So you keep on pursuing only one happiness that you got, to making money. I said, all I'm doing, I'm opening a door for you, give an option. Today's economy doesn't give anybody any option. That's my complaint. Capitalism is supposed to be giving people option. But here it says business has no option. If you want to do something else, they say, oh, why don't you become a philanthropist? Get out of the business world. I said, no, I don't want to be a philanthropist. I want to remain in business and want to express myself as many different ways as I can. So that in one direction, I want to do business to make people happy, and by making people happy, I become happy. And that is an option. If you like it, you do it. If you don't like it, no complaint about it. If we had that option, we will not hate profit the way we do it now. And that's because it became in an excessive direction. If we had that, we had balance, we could express. Profit is a symbol of selfishness because business is created for me to benefit from it. That's why everybody is looking at how much is for me. Business, how much is there for me? That's the question businessmen ask. I said, the question should be, what can I do for you? That is a question too, but we don't ask that question. So we need to redesign that system. This is based on selfishness, but we forgot that inside of us, there is selflessness in every one of us, but we blocked it up because the conceptual framework locked it up. We don't even know that we have selflessness. I said, if you open it, we can build business on the basis of selflessness. That's what I have tried to do, not because I was trying to do that in a way. As I said, I was pushed into doing that. And I created a company not to make money, but to solve problems. And it worked. Then I got very excited. People say,
you must be making a lot of money. I said, no, I don't make a penny. I never had any idea of making money out of this company. Then why do you do that? Because it makes me happy. So that's what the social business and all the thing that you hear about. Thank you. Bon, l'exercice n'est pas facile, on va essayer de restituer. Fondamentalement, je crois que ce que le professeur Younous vient de dire, c'est qu'il n'est pas contre le profit, il n'a rien contre le profit, il est clairement intégré que la notion de profit fait partie du monde économique et de l'activité économique. En revanche, son problème à lui, c'est d'avoir identifié que c'est le seul et l'unique option qui nous est proposée. Et en cela, ça nous enferme fréquemment dans une approche qui est la quête autocentrée pour le profit pour soi. Alors que l'autre option peut aussi être de se dire que le fait de faire plaisir aux autres, le fait de construire pour les autres et avec les autres, ce plaisir-là, c'est aussi une autre forme de profit pour soi. Et que peut-être que si le capitalisme, puisque je reprends les mots du professeur Younous, ouvrait ces différentes options au monde et aux entrepreneurs, on aurait un regard moins dur sur le fait d'entreprendre et de faire des profits. Voilà. J'essaie de résumer. Et que on serait moins enfermé même dans notre être, finalement, tout simplement, dans une quête qui nous résume et nous réduit à simplement le profit économique, alors que quand lui s'est lancé dans son aventure, on lui a dit « mais tu as dû faire beaucoup d'argent avec ça » et il lui dit « non, non, moi j'étais obligée, j'ai eu cette impulsion, comme il l'a dit tout à l'heure, de faire changer les choses et le gain que j'ai, c'est d'avoir fait évoluer les choses et rendu des gens heureux. Et c'est ça qui le nourrit lui. » Voilà. Vous avez reçu le prix Nobel de la paix. On va rester sur une dimension peut-être un peu philosophique pour les jeunes et puis les moins jeunes aussi qui nous écoutent. Vous avez reçu le prix Nobel de la paix, vous êtes régulièrement honorés. Est-ce que ce sont pour vous, tous ces honneurs, des indicateurs de succès? Et finalement, peut-être plus philosophiquement, qu'est-ce que c'est de réussir sa vie? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, partager à ces jeunes et aux moins jeunes aussi ce soir? Well, Peace Prize, Nobel Peace Prize is a great prize. Anybody will be excited about that. But what do you say success? Probably when I go and meet people, when I see a smile in the person, that's something that I have done, made her happy, and she smiled at me and greeted me. That is the biggest reward for me. I don't wait for somebody else to recognize it. No. If there was no Peace Prize, there was no other prize, I would still be doing that. Nobody does things because they are waiting for a prize to happen. Because it's such a rewarding, as I was telling a little bit, I was not just making it up, I mean it from my side. I said, making other people happy is a super happiness. It's not simply happiness. I even say that it is an intoxicating experience. Once you do that, you cannot get out of it. Because we are not introduced to that, so we say, oh, money is the profit. Profit is the thing, that's the incentive. Because we never tasted the other thing. All I'm saying, please, if you want to find it out, have a taste of it. Once you taste of it, decide whether you like it or not. I'm not forcing you to do anything. So I'm saying this is what I felt. Maybe you will feel the same way, in the same direction. And so to me, the success is, am I doing something which makes me useful to another person? And that's my test. That am I useful to somebody? Is my work means something to somebody? If it does, it makes me happy. That's my reward. So I continue to do that. And luckily, there are things that I did, it worked for not a small number of people, which I tried to do only for a small number. But it spread out, because same thing is needed for everybody else. And that again, a lesson for me. If you can solve one person's one problem, just not all, one person has numerous problems. One person's one problem, if you can solve it, that same thing is applicable for billions of people.
all you have to do is to repeat it now. Because once you've found the way to do it, then the rest is easy. Because you have designed the seed already. All you have to do is to now plant it in large number. Then you have a first seed bed, then you have a seedlings, then you have a whole forest out of it. And miles and miles of forest. And that is the sole beauty of that. But we don't care. We are so busy with ourselves. And that's what blocks out everything else. So we have now wearing glasses, all of us, and I tell my colleagues that all of us are wearing glasses of profit maximization. We see the world in a profit maximization way, where the best opportunity, whoever sees it best grabs it and it becomes successful. I said, all I'm requesting, will you please take off your profit maximizing glasses for a second and put in the social business glasses. It will see the world completely differently. And it will excite you so much, you will not forget it anymore. Recevoir le prix Nobel de la paix est évidemment excitant. N'importe qui aurait été en joie de recevoir un prix pareil. Cela étant, même si je n'avais pas reçu ce prix-là, je serais vraiment très très heureux des différentes actions que j'ai pu mener. Le succès pour moi, c'est de faire sourire les gens, c'est de rendre les gens heureux. Voilà, rendre les gens heureux, c'est aussi quelque chose que disait le professeur Younous auparavant, c'est un super bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose de simple. Le super bonheur, c'est de le transmettre à d'autres et de le partager avec d'autres. Et c'est une expérience qui est intoxicante. Prenez-y, goûtez-y un instant, voyez si ça vous plaît ou pas. En tout cas, le professeur Younous trouve ça absolument addictif. Ce qu'il aime, donc, c'est faire quelque chose qui le rende utile auprès des autres. Aussi garder en tête que, enfin, lui a eu cette expérience de trouver une solution au problème d'une seule personne. Il s'est trouvé que cette solution, une fois qu'elle était conçue, une fois qu'elle était dessinée, elle a pu être répliquée, elle a pu être appliquée à beaucoup d'autres personnes. Donc trouver une solution pour un seul problème d'une seule personne, et ça pourra s'étendre, ça pourra être une graine qui fera une forêt par la suite, parce qu'elle peut être répliquée. Et puis enlevons nos lunettes de super profits qui montrent le monde avec les super profits à faire pour mettre les lunettes du social business, et le monde sera très différent. Et clairement aussi, si je peux me permettre, c'est ce qu'il disait aussi, c'est que cette vision-là de rendre l'autre heureux n'est pas une posture, que c'est incarné, que c'est ça qui réellement le fait avancer, son moteur. Alors le professeur Younous, il y a des questions dans le public qui viennent d'arriver. Alors je vais redonner le numéro de téléphone parce qu'on a encore peut-être le temps d'une question ou deux. Si vous avez des questions à poser, 06 49 94 24 47. 06 42 42 94 24 47. C'est écrit ? Ah bah ouais, c'est écrit. Bon. Alors, une question de Philippe qui est dans la salle. Professeur Younous, vous auriez écrit que le droit au crédit devrait être le premier des droits de l'homme devant l'éducation, l'accès aux soins. Est-ce que vous pouvez commenter? Question de Philippe. Yes, that's what I've been saying for many years, that the credit should be accepted as a human right. I said already world has recognized the right to food, right to shelter, right to education, right to health as a human right. I said one thing missing is right to credit, because if you establish that right, it becomes so much simpler to establish the other rights. If you just list all the rights without that credit part, then you can memorize that these are my rights, but what am I going to do with it? Is somebody going to give me food? Somebody give me the health? Somebody give me education? Is that what I'm waiting for? That is my right, so somebody has to give it to me? I said that will be a long shot that somebody will really give you health, education, and bring it to your door and feed you, give you the health because it's right. If I could include right to credit as in the list, then I have the option to have the money so that I can create things that I want. I can create my income, I can create my employment, I can bring out my creative capacity, and once I start making income, I can take care of the other things. Then food comes on my table, then health is easy for me to achieve, and other things become achievable.
So that opens the door for other things. It makes it easy. I'm not saying it guarantees right away the moment you open it, but it becomes easier then. Then I said, if somebody tells me, yes, we put this right to credit into the list, now please arrange all the rights in order of your preference. I said, without hesitation, I will put right to credit as number one in my priority and put others as after that. Because that's where it begins. Like when we gave little loans called microcredit today to the women who never did before, she transformed herself, she discovered herself. She started finding out what she is worth because it was all hidden, it was all suppressed. Suddenly it opened it up because she started raising few chicken or raising little vegetables, making few baskets and selling. Suddenly she feels that she can take care of herself and door opened for her. And other things start happening to her. You know, birth rate in Bangladesh declined very sharply because of one of the major factor in that, women empowerment. Because everything went so far deep into Bangladesh families, it transformed the family behavior and so on. Very sharply, birth rate. Healthcare indicators today is the top among all 8 SAARC countries. We were at the bottom in the beginning. In 30 years' time, it came up. Because you have shaken up everybody by bringing that money into their hands and so on. So this is why I put that credit as a number one choice in the list of human rights. Because that's a beginning. C'est une position effectivement assumée et répétée depuis des années que le microcrédit doit être en haut de la liste des droits humains. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a la capacité d'avoir le financement pour entreprendre soi-même, se développer, s'épanouir finalement, arrive à soi plus naturellement la santé, l'éducation, la culture, en tout cas l'accès à ces droits-là, plutôt que d'attendre soi-même que ça arrive à nous. Et le constat se fait à l'épreuve de la réalité sur le terrain, au Bangladesh notamment, avec ces femmes qui ont été irriguées comme ça très régulièrement par l'argent du microcrédit et qui ont permis au pays en 30 ans, qui était le pays le plus pauvre, de prendre une position plus élevée dans son environnement. Et c'est grâce au microcrédit. Oui, je t'en prie. Il y avait aussi, toujours pour revenir sur l'exemple de la femme, le changement social profond. Il y avait une grosse mortalité infantile auparavant. Ça a pu être baissé, ces chiffres-là ont pu être réduits. L'impact du crédit dans la capacitation des femmes a permis de secouer en fait toute la structure familiale, la structure sociale également, et de permettre que tout ça, ça évolue aussi. Mais c'est grâce au crédit au départ, parce que ça a donné un pouvoir à des personnes qui n'en avaient pas auparavant. Une autre question du public qui vient de Colline, qui est dans la salle. Professeur Younous, quel est le prochain défi que vous souhaitez relever? Well, I always bump into something. Several things we are already doing. Let me mention a few things that we are doing. One challenge came in a big way in Haiti. Because when earthquake took place, everybody's pouring in money for Haiti, resources for Haiti. Every government tried to help, every company tried to help, every individual put some money. And when it's happening, I was very happy that it generated so much sympathy for Haiti. Then I started saying, wait a minute, all these resources going there, probably bulk of it will be wasted because Haiti doesn't really have a functioning government. Haiti doesn't have an administration who can really help use this money, all resources. They will be misused, even abused. There will be people put it in their pocket because nothing existed. So I said, why don't you put part of this money that you send into a fund, a social business fund,
so that we can go and encourage people to create businesses to solve problems, because after all this money is coming anyway. So if you give it, it will disappear. But if you put it in a fund, if businesses, social businesses start growing, then it starts solving the problem. And some donors, individuals, some businesses said, okay, if you want to do that, we'll be very happy to put our money into your fund. So I created a fund, social business fund for Haiti. So I started creating those. When I went there, very fascinating experience I had. I was having dinner in a restaurant, beautiful, just international restaurant. And I said, yeah, food is very good here. He said, but everything you are eating is imported. I said, what do you mean? He said, anything that you see around you is all imported. He said, even the salt is imported. He just picked a salt shaker and said that even the salt is imported. I said, what? Haiti is an island. Salt is all around them. I said, water is the salt. Why are you importing it? We don't know, but it's imported. I said, you just take a bucket of water and dry it, that's what your salt. Said in Haiti, we don't have the practice of producing anything. So the chicken you're eating is also imported from Dominican Republic, which is the neighboring country in the same island. And we import, they were saying, we import nearly 1 million eggs from Dominican Republic every day. I said, can you consume, can you feel happy about that, your neighbor produces it and you never produce it, it's the same island? I said, that's the way our economy is. So I started encouraging them to set up social business to produce eggs, produce chicken, produce salt. Now we have a big joint venture with a Brazilian company, which is a poultry company, huge company, so that everybody in Haiti, in all over rural areas, can produce chicken and create employment and income. And I said, our first job is to make sure we export eggs and chicken to Dominican Republic. Let me finish it a little bit more. The other one, then the forest. They tell us we can see that there is no forest here. The barren land everywhere. Then they tell us, oh, it used to be forest. Now they are chopped off for cooking purposes because they need charcoal for cooking. I said, you finished the entire forest for cooking? He said, yes, only 2% of forest cover is left for entire Haiti, and this will disappear very soon. So I said, okay, let's have a social business to keep the whole Haiti under forest. So reforest whole Haiti. So this is another social business. We don't know how far we'll go. Now we are mobilizing every force we can because it's a very attractive business. Forestry generates a lot of income. People have employment, people have income, and country has the forest. So I said, let's begin. Now many people are responding, both within Haiti and outside of Haiti, to join hands with us. Our goal is to reforest Haiti. So this is a challenging task too. We don't know, but we want to do that. Oui, c'est un beau challenge en tout cas. Ouais. Donc, le challenge qui est décrit pour ce soir, c'est Haïti. Haïti, il y a eu donc le tremblement de terre, on connaît tout ça. Il y a eu énormément de dons qui ont afflué vers Haïti. L'inquiétude du professeur Younous était que l'argent disparaisse, en fait, soit perdu. Il n'y avait pas vraiment de gouvernement assez solide pour utiliser cet argent à bon escient, en tout cas pas tout l'argent à bon escient. Pourquoi ne pas créer un fonds pour l'innovation sociale, pour l'entrepreneuriat social? Il a donc proposé à certains donneurs de mettre une partie de leurs dons dans un fonds pour l'innovation et l'entrepreneuriat social. Et il raconte l'anecdote d'un restaurant dans lequel il a dîné à Haïti, très très bon restaurant. Il se régalait, il a dit à la personne qui le servait, qui lui a dit mais il n'y a rien sur cette table qui vient d'Haïti. Il n'a pas vraiment compris. La personne lui a dit mais même le sel ne vient pas d'Haïti. Mais comment ça se fait? Vous êtes sur une île, il y a du sel tout autour de l'île dans l'eau de mer, qu'est-ce que vous faites? On n'a pas l'habitude de produire, les œufs et les poulets viennent de la République dominicaine. Il a donc l'une des activités qu'il a créées avec ce fonds, c'est pour la production des volailles et des œufs. Une grande partie des volailles et des œufs étaient importés jusque-là de République dominicaine. Le challenge pour cette entreprise maintenant est d'exporter un maximum d'œufs et de poulets vers la République dominicaine dans le sens inverse. Par ailleurs, l'autre challenge, et je fais très vite, ce sera de reforester, de faire repousser des arbres en Haïti, parce que beaucoup ont été coupés. C'est un business qui rapporte énormément d'argent, c'est très bien pour les habitants, et donc ça c'est un autre challenge qui souhaite relever avec ce fonds pour le développement social et l'innovation sociale à Haïti.
Alors, le professeur Younous doit nous quitter dans quelques minutes. Du coup, je vais poser la dernière question qui est arrivée de Sophia, toujours dans la salle, qui demande, voilà, pensez-vous que la clé de voûte au changement social est l'éducation, et comment diffuser l'éducation en dehors de l'école? Cette éducation en dehors de l'école. I think we have come to an age where inside of a school and outside of a school will be an immaterial thing. Because probably in a few years' time, the schools that we know today will not exist. Because of the technology that we have, there will be probably one global university where the best teacher will teach every child. That lessons that they learn, that the education that will have the source from which the education will come to the children of the richest family, children of the poorest family will get the same education from the same source. Because today is a beginning has made, if you may have heard Khan Academy in the USA, young man, he's also from Bangladesh, funny. He really revolutionized things. He was just teaching his niece, a 6th grade kid, and her friends wanted it so much, so he put it in the YouTube. Today, it is all over the United States, schools are using his material to teach classes because it's in the YouTube. He did it in his own bedroom. Today he has an office, about 40 people working with him. That's all. But millions of children now learning things from him just because he makes it so simple and it penetrates into your mind so easily. Why can't we have it for every child? Today it's possible. That's what the technology is. So we will be learning from each other. We'll be learning from the sources that we have. Yes, classroom lesson is a very restricted lesson, what you have. The whole world is outside, and we already do that. We do that. Young generation is doing that. Their Facebook. One of the complaints I hear about the young people, they don't read newspapers anymore because they are all in the Facebook. They pass on information, news from each other. Only thing they read. I said, that's what probably relevant for them. What can you do? You make more relevant information. They will start doing that. But they are creating their own world of their own. But this is how information will be communicated, and inspiration will be passed on to one to another. And world will be, in a few years' time, will be of a different kind. If you look back 20 years, you could not have predicted what we have right now in 2013, 20 years back. But we have them. These are all impossible things in 20 years back. Imagine what will happen 20 years from now. You think about it. Write down, this will happen. You cannot still predict what it will be. Much more different than your even imagination could predict. So impossibles and the possibles, the distance between the possibles and impossible is shrinking. Distance is becoming smaller and smaller. So I'm encouraging the young people that why don't you go for the most impossible thing you can think of, and it will happen. If you imagine, it will happen. If you don't imagine, it will never happen. Alors pour répondre à la question sur l'éducation, en fait, la vision du professeur Younous, c'est de dire que le système éducatif tel qu'on connaît aujourd'hui, de toute façon, n'existera plus dans quelques années. C'est notamment l'impact des nouvelles technologies qui permet déjà, en l'occurrence, et encore plus demain, à chacun d'avoir accès par un même professeur, un expert ici ou là dans le monde, et bien d'avoir accès à son cours, tout simplement, quel que soit son niveau social, très riche ou très pauvre. On aura demain la même capacité d'avoir accès, et puis la capacité aussi de nous informer les uns les autres, comme le font déjà
les jeunes aujourd'hui, avec leur Facebook, alors oui, ok, ils lisent moins les journaux, puis ils écoutent peut-être moins la radio aussi, mais c'est ce qui leur convient, et donc il faut faire avec, et surtout, ça devrait enclencher une logique d'éducation très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Une logique qu'il est peut-être difficile d'imaginer aujourd'hui pour dans 20 ans, de la même manière qu'il y a 20 ans, on n'avait aucune idée de ce qui allait être possible aujourd'hui. Et l'un des messages que le professeur Younous veut passer, Louise, tu me recadres si jamais je le passe mal, mais globalement, c'est de dire que si on n'imagine pas l'inimaginable, ça n'arrivera jamais. Et que c'est à chaque jeune aujourd'hui, précisément, d'imaginer ce qui n'existe pas aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte que ça arrive demain. Voilà, je crois. Alors, c'est bientôt, la présence du professeur Younous va bientôt s'arrêter, mais avant ça, il y a deux choses. D'abord, je vais vous demander, parce que le professeur Younous va nous quitter, mais nous avons nos deux jeunes porteurs de projet, avec qui on a fait connaissance au début de cette session, qui vont rester. Et je vous demande d'avoir peut-être la gentillesse de rester aussi pour interagir avec eux, leur poser des questions, peut-être leur donner des conseils, éventuellement leur dire si quelqu'un dans la salle peut les aider. Voilà, ce serait sympa, tout simplement. Et puis avant ça, je crois qu'ils ont un petit cadeau à remettre au professeur Younous avant qu'il ne s'en aille. Alors Amar, Chloé, c'est à vous de jouer. On peut les applaudir parce que c'est impressionnant. Chacun a un cadeau pour l'autre. Voilà. Alors, professeur Younous, je crois qu'il c'est le temps de vous remercier du temps que vous avez bien voulu nous accorder. Et puis voilà, de l'inspiration que vous avez bien voulu partager avec nous ce soir. Merci beaucoup. La transition n'est pas évidente. Vous pouvez imaginer que chacun est impressionné, mais je vais vous demander si vous avez la gentillesse, il y a un micro dans la salle. On a vu deux projets ce soir. Le projet qui est d'ouvrir les jeunes, les plus jeunes à l'art, à l'accès à la culture. Le projet de Amar. Je parle le temps que le brouhaha s'arrête. Et puis Chloé aussi, qui a ce projet d'aider de couture finalement en s'inspirant des femmes de culture du monde. Alors la question qu'on avait, puisque vous avez découvert ce projet, leur inspiration, leur envie, c'est voilà, déjà, est-ce qu'il y a dans la salle, est-ce que vous auriez envie de leur poser une question peut-être, et ou leur donner un conseil, et ou éventuellement les aider? Alors, pour l'instant, eh bien, si vous avez la possibilité de vous présenter, ce serait... Oh, votre prénom. Je m'appelle Catherine et la question que je voudrais vous poser, c'est quels sont les principaux blocages que vous rencontrez
pour passer du rêve à la réalisation de votre projet? Merci. Qui est-ce qui veut commencer? Allez, Chloé. C'est une très bonne question. Il faut que je réfléchisse un peu. Les difficultés au quotidien. Ouais. Je sais pas, je pense qu'après c'est personnel à chacun peut-être. Bon, il y a les moyens bien évidemment, trouver l'argent pour réaliser nos projets, mais je crois que même avant ça, ce qui a été compliqué pour pas mal d'entre nous, c'est tout ce qui s'appelle la phase diagnostique. Donc ça a été aussi de vraiment mettre au clair ce qu'on voulait faire et essayer de comprendre concrètement comment on pouvait agir. Donc ça a été aussi une difficulté. Je pense que c'est une étape importante dans un projet de pouvoir vraiment être clair dessus. Et puis, mais sinon, je trouve qu'on a eu plutôt des encouragements, des gens intéressés, des gens qui étaient aussi prêts pour nous parrainer et être partenaires. Donc je trouve que c'est plutôt positif en général quand même, les réponses, enfin les retours qu'on a eus. Et toi, Amar, tu rencontres des difficultés ou... Alors moi, comme tout bon porteur de projet, c'est le financement aussi. La question du financement. Voilà, toujours la question du financement. Et aussi, moi personnellement, c'est motiver les enfants qui n'ont pas forcément le goût à l'art et qui n'y connaissent pour l'instant vraiment rien du tout. C'est vraiment les motiver et les amener à me suivre en fait, tout au long de mon projet. C'est vraiment, voilà, et les mobiliser, c'est vraiment le problème que j'ai. Est-ce qu'il y a une autre question? Je crois derrière là, il me semble. Non? Oui, c'est ça, hein, derrière. Non. À droite ou là-bas. Il y en a deux là. 3, pardon. Bonjour, moi j'avais une question. En fait, je suis pas sûre d'avoir bien compris à quel stade vous en étiez chacun d'entre vous dans le développement et dans la réalisation justement de votre projet. Est-ce qu'aujourd'hui il est sur le papier et vous êtes à même d'aller le vendre pour aller vers la réalisation très concrète, ou est-ce que vous avez déjà partiellement passé cette étape-là et vous êtes déjà dans la réalisation? Enfin voilà, j'ai pas bien vu à quel stade vous en étiez. Donc en fait, avec le programme Rêve et Réalise, on est accompagné sur 6 mois. Et là, en fait, on en est à la moitié. Donc on en est vraiment à la mise en action. Donc pour certains, on a déjà trouvé nos partenaires, d'autres pas encore. Enfin, dans notre cas, on les a trouvés. Et donc on est en train de signer les conventions de partenariat. On a déjà fait le dossier de présentation du projet et tout ça. Donc on est vraiment dans la recherche du public et dans la mise en action concrète. Donc les 2 derniers mois restent pour monter les ateliers et vraiment commencer notre action. Voilà. Et toi, Amar? Moi, je vais faire un copier-coller de sa réponse. Très très simple. D'accord. Bon. Alors, il y avait 2 autres questions du côté gauche, du public. Voilà. Vous voulez le deuxième? J'en profite pour remercier Louise qui était là et qui est en train de partir et qui a fait une traduction au pied levé. Voilà, elle est là-bas et vous pouvez la féliciter. Ainsi que les internautes, effectivement. Voilà. Alors, une question. Bonsoir. Amar, je souhaiterais savoir en fait ton concept, en quoi est-il foncièrement différent des sorties pédagogiques qui peuvent se faire dans un cadre scolaire alors peut-être tu penses que c'est parce qu'elles ne se font pas assez et que tu souhaites le faire en dehors de l'école, mais est-ce que ton concept est forcément différent de cette idée-là? Différentes idées des sorties qui sont organisées déjà avec les écoles? Voilà, c'est en gros, peut-être aujourd'hui ça existe déjà. On peut, dans des écoles primaires, on peut faire des sorties culturelles. Peut-être que ce n'est pas assez, et c'est peut-être ça ta réflexion et ce qui t'a poussé à créer ce projet.
Alors moi en fait je pense que les sorties culturelles par les écoles sont vraiment strictes et vraiment pas ludiques. Et moi en fait mon concept ce serait vraiment de faire des sorties ludiques. C'est les ramener au musée, pas pour leur apprendre que Mona Lisa a été fait par tel artiste à telle année, qu'il utilisait telle chose, mais vraiment voilà. En fait je veux les ramener au musée et je veux qu'ils s'amusent, voilà, qu'ils apprennent à s'amuser. C'est un peu une vision pédagogique en fait, voilà. Une autre vision pédagogique. Une autre vision pédagogique que l'école pour l'instant n'a pas, à mes yeux. D'accord. Alors la dernière question. Oh là, alors là c'est toujours pareil, il y a plein de bras qui se lèvent. J'en ai vu, voilà, au fond, derrière. Vous êtes deux, donc... Merci. Bonsoir. En fait, je voulais savoir concrètement que vous avez parlé du projet, mais pas forcément dans les détails concrets. Justement, qu'est-ce qui va faire la différence pour qu'un enfant regarde Mona Lisa en se marrant ou juste où il n'est pas intéressé? Et quelle est en fait, on vous entend mal. Si vous pouvez mettre le micro... Ah, pardon. Quelles sont les actions concrètes que vous mettez en place pour les intéresser particulièrement plus? Sur le projet de Amar, vous voulez dire? Oui, en particulier. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà des actions mises en œuvre? Tu as testé un peu? Qu'est-ce qui change? Alors moi, déjà je vais faire les visites du musée, mais après les visites du musée, je vais faire des ateliers. Et je ne vais pas faire des ateliers entre guillemets basiques, c'est-à-dire peinture, poterie, etc. Je vais utiliser un art qui n'est pas vraiment connu, il s'appelle le light painting. Light painting. Light painting est littéralement peinture de lumière. Le concept, c'est avec un appareil photo et une lampe torche, faire une forme artistique et elle sera retranscrite automatiquement avec l'appareil photo. Je pense que voilà, c'est une technique qui les intéresse parce que juste avant de monter mon projet, je suis parti les voir, je leur ai montré le light painting et voilà, c'est quelque chose qui les a intéressés. D'accord. Donc à la fois tu leur fais découvrir et puis ensuite mettre en œuvre dans les ateliers. Mettre en œuvre, voilà. D'accord. Alors, c'est la fin de cette Hub conférence. C'est toujours trop court. On a nos deux porteurs de projet qui sont là. Si vous avez envie de continuer à discuter avec vous dans le cadre de leur projet Rêve et Réalise d'unicité. Et je vais, pendant que vous vous levez, me livrer à la tâche des remerciements pour les gens du groupe SOS. Évidemment, d'abord de remercier Amar et Chloé, de vous remercier vous aussi, de remercier le professeur Younous, et puis vous dire aussi pour les prochaines, vous donner le prochain rendez-vous des Hub conférences, le 30 avril à Strasbourg, la question du modèle social allemand. Le 14 mai à Paris avec Jacques Attali sur la taxe et les transactions financières. Voilà. Et bien sûr, le groupe SOS remercie, comme ils l'ont dit au départ, Accenture, la ville de Paris, Danone, Communities, d'avoir fait venir le professeur Younous, et puis le Crédit Coopératif, ainsi que les différents médias qui soutiennent les Hub conférences. Très bonne soirée à tous. Merci de votre écoute.